La réponse politique qui est apportée depuis des années à ces attentes de la société pour améliorer le sort des animaux n'avance pas. Hélène Touy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qui vous êtes. Vous avez 38 ans, vous êtes avocate et cofondatrice du Parti animaliste en 2016. Alors, avant toute chose, parce que c'est une question qu'on veut évacuer et qui brûle les lèvres des gens, c'est à combien de parrainage en êtes-vous? Où en êtes-vous dans cette course aux petits chevaux auprès des élus? Alors, nous avons des promesses de parrainage, nous en sommes presque à 300, mais désormais on ne compte plus les promesses de parrainage, on compte les parrainages qui sont déposés. Les parrainages, les formulaires officiels ont été envoyés aux maires il y a quelques jours, certains d'ailleurs ne l'ont pas encore reçu. Ils seront en cours d'envoi et en cours de traitement par le Conseil constitutionnel. Et donc, à partir de maintenant, on va voir. Déjà, il faut qu'on ait les quasiment 300 promesses que l'on a obtenues et il nous faut encore en recueillir 200. Vous êtes plutôt confiante, vous parliez de vous pourriez être la petite surprise de cette élection présidentielle. Vous êtes plutôt confiante dans l'obtention de ces parrainages? On est déterminé, mais il y a une incertitude, c'est très difficile d'avoir des parrainages. On passe énormément de temps, on a beaucoup de militants qui sont mobilisés partout en France, qui passent des journées et des heures à chercher ces parrainages. Donc c'est très difficile. Nous sommes confiants parce que pour nous c'est une nécessité que cette candidature puisse aboutir, mais à ce jour nous sommes dans l'incertitude. Alors pour revenir à vous, depuis toujours vous militez pour les droits des animaux, depuis jeune, vous êtes végétarienne je crois depuis l'âge de 7 ans, j'ai cru lire ça. Qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter aujourd'hui? Alors, je considère que la cause animale est une cause qui est fondamentale, que la façon dont on traite les animaux nous concerne tous, que l'on ne peut pas continuer à les traiter de cette façon qui révolte de plus en plus de citoyens. On voit que la réponse politique qui est apportée depuis des années à ces attentes de la société pour améliorer le sort des animaux n'avance pas, est très peu reprise, ou en tout cas de façon très insuffisante par les responsables politiques, et qu'en plus il y a des enjeux climatiques, environnementaux, sanitaires, de santé publique, au regard de la question animale, et que si l'on continue comme on le fait actuellement, notamment avec les élevages industriels et intensifs, on va dans le mur et on s'expose à de futures pandémies. Donc il est urgent d'intervenir. Vous avez parlé de quelque chose, vous m'avez soufflé les mots, fin de l'élevage intensif et industriel, abolition de la corrida ou encore fin de la chasse de loisirs et même un ministère de la cause animale. C'est un peu les réformes, quelques réformes que vous voulez appliquer. Comment vous vous y prendriez ? Alors, sur la fin de l'élevage intensif et industriel, on commencerait en tout début de mandat déjà par arrêter les autorisations d'extension et de nouvelles exploitations. Après, à échéance de 5 ans, donc tout au long du mandat, on accompagne les éleveurs de l'intensif et de l'industriel à se réorienter et donc en rachetant leurs dettes, en les orientant, en les aidant à se former pour aller vers des filières végétales, parce que nous voulons promouvoir la culture de céréales et de légumineuses. Nous voulons, parce qu'il ne suffit pas simplement de dire qu'on veut sortir de l'élevage intensif et industriel, il faut assumer parallèlement de réduire notre production et notre consommation de 50% des produits d'origine animale. Donc ça veut dire aussi se déployer vers de l'alimentation plus végétale. Et puis on imagine évidemment la chasse, c'est un sujet qui chez vous est important. C'est quoi un peu vos positions? On parle de la chasse de loisirs ici, mais j'imagine que vous êtes plutôt opposé à toute forme de chasse. Oui, tout à fait. Sur la chasse, on essaie déjà de dire que ça ne se règle pas et ça ne s'évoque pas de façon monolithique et qu'à l'intérieur de la chasse, il y a des différences. La chasse, c'est d'abord les chasses traditionnelles, les chasses à courre qui n'ont strictement aucune justification. La majorité des citoyens sont opposés et donc il faut en finir immédiatement. Après, il y a l'autre question de la chasse qui est les élevages, l'élevage d'animaux qui sont lâchés pour servir de cible vivante. On est très loin du mythe de l'animal sauvage tué par le chasseur. Non, non, ce sont des animaux qui ne savent même pas se déplacer ou à peine voler, qui sont complètement paniqués dès qu'ils sortent de leurs élevages, qui se baladent au milieu de la route. Et ça, c'est inacceptable d'élever des animaux pour les lâcher dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, dans lequel ils sont incapables de se défendre et sur lesquels on tire dessus à bout portant. Donc là aussi, il faut en finir. On est à peu près à 30 millions d'animaux élevés et lâchés chaque année. Ce n'est pas acceptable. Le dernier point qui pose souvent difficulté et qui interroge, c'est la question de la régulation avec la question des dégâts aux cultures. On ne dit pas qu'il n'y a pas de dégâts aux cultures, on sait qu'il y a des dégâts aux cultures. On pense aux sangliers notamment. Voilà, toutes ces effectivement. Mais ce que l'on dit, c'est qu'il y a des solutions alternatives. Au lieu de toujours prendre la première des solutions, de vouloir tuer les animaux, et en l'occurrence le sanglier, on peut protéger les cultures, on peut identifier les parcelles à risque et on peut aussi mettre des moyens sur la recherche pour développer notamment des méthodes de stérilisation comme l'Espagne est en train de le faire.
D'accord. Ça, c'est ce que vous proposeriez typiquement Tout à fait. pour faire face à ça. Il y a une question qui nous a été posée et c'est un sujet qui émeut particulièrement la population. Il s'agit de la maltraitance animale. En 2018, la police et la gendarmerie avaient recensé 9504 actes. On parlera peut-être pas du chiffre, mais c'est déjà un chiffre énorme. Est-ce que on devrait dédier une sorte de brigade de la police pour ça? C'est quelque chose qui nous a été remonté. Est-ce que vous seriez favorable à ça? Oui, on a tout à fait ça au programme d'avoir des cellules au sein de la gendarmerie et des services de police en charge des questions et des infractions relatives aux animaux, mais aussi au niveau des parquets. Parce que ce que l'on constate, et je suis avocate, donc je constate depuis plusieurs années d'activité, les services de gendarmerie, les services de police et les services du parquet n'ont pas les moyens et pas la formation nécessaire pour poursuivre ces infractions et donc faire condamner leurs auteurs. Donc il faut aider les magistrats, aider les services de gendarmerie à se saisir de ces questions et à engager des poursuites. Former les policiers aussi à ce type de répression contre la maltraitance animale. On sait que les normes européennes peuvent parfois être contraignantes, en bien ou en mal. Est-ce que vous pensez que l'Europe, ça peut être un frein pour le bien-être animal? On en parle parfois au niveau des votes qui peuvent se produire. Est-ce que vous pensez que ça peut être un frein? Alors sur la question animale, l'Europe n'a jamais été un frein, ça a au contraire toujours été une possibilité d'avancer sur le sujet. Alors c'est très insuffisant évidemment, mais la France est toujours au contraire elle-même le frein des avancées de l'Union européenne. Donc ça c'est typiquement c'est pas forcément, il n'y aurait pas de problème européen, ce serait vraiment un problème 100% français. Limite, vous dites que l'Europe agirait beaucoup plus que la France dans ce domaine-là. Toutes les règles de protection en matière des élevages, des abattoirs, des transports, elles viennent de l'Union européenne. Et souvent, quand il s'agit de directives que la France doit transposer, elle met toujours un temps fou à les transposer. Elle attend toujours le dernier moment, voire après le délai prescrit. Non, donc la France est vraiment une très mauvaise élève là-dessus. Hormis la cause animale, on peut se poser la question, est-ce que vous avez d'autres pans de votre programme qui sont consacrés à d'autres thématiques? C'est vrai que quand on va sur votre site, il y a évidemment beaucoup de réformes pour les animaux. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez aussi d'autres propositions qui peuvent toucher un petit peu des citoyens qui ont d'autres sensibilités? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, aujourd'hui, sur notre site internet, le programme pour la présidentielle n'est pas encore publié. Il va l'être dans les jours prochains. Et il sera articulé justement autour de grandes thématiques de société pour montrer le lien qu'il peut y avoir entre les mesures pour les animaux et les mesures qui sont favorables aux humains. Et donc, notamment, il y aura des développements concernant les liens sanitaire par rapport au contexte sanitaire que j'ai évoqué tout à l'heure, puisque l'IPBES nous indique dans son rapport de 2020 que les futures pandémies sont à notre porte si nous continuons ce modèle de l'élevage intensif et industriel. Et donc, après 2 ans de crise sanitaire, on sait très bien les conséquences économiques, sociales, psychologiques aussi de cette crise. Et donc, éviter les prochaines crises en fermant ces élevages, c'est aussi agir d'un point de vue sanitaire. Sur la question sociale, ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a un Français sur 5 qui ne mange pas tous les jours à sa faim, qu'il est donc absolument nécessaire de pouvoir nourrir tous les Français tous les jours. C'est pour ça que nous portons comme mesure la sécurité et la souveraineté alimentaire. En arrêtant l'élevage industriel et intensif, nous voulons repenser en fait le modèle alimentaire et agricole, tout à fait. Et vous le verriez comment? Alors, peut-être par la réduction, j'imagine, de consommation de viande. Vous êtes végétarienne, donc vous êtes bien placé pour le savoir. C'est quoi le problème aujourd'hui de l'agriculture française? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'on sait que les agriculteurs sont dans une profonde détresse? On sait que, vous le disiez, il y a beaucoup de Français qui ne mangent pas à leur faim. C'est quoi la solution vis-à-vis de ça? Parce qu'on pourrait vous dire, vous mettez fin à l'élevage intensif et industriel, mais c'est pourtant nécessaire pour nourrir des citoyens. Mais qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là? Alors, c'est que depuis plusieurs années, on nous a mis dans la tête qu'il était absolument essentiel de manger des produits d'origine animale 3 fois par jour et que c'était finalement quelque chose d'absolument nécessaire pour notre santé. Ce que nous montrent les études scientifiques, c'est que tout au contraire, une surconsommation de produits d'origine animale est néfaste pour la santé, d'autant plus que ces produits d'origine animale sont produits dans des conditions dramatiques avec beaucoup d'antibiotiques. Et donc, et en plus, ça génère des problèmes à l'environnement. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut admettre et avoir le courage politique de dire qu'on ne peut pas continuer à consommer des produits d'origine animale dans les proportions que l'on fait aujourd'hui. Nos grands-parents ne mangeaient pas autant de produits d'origine animale et c'est très récent finalement que l'on consomme autant de produits d'origine animale. Donc, ce que l'on dit, c'est qu'il faut éduquer et sensibiliser les personnes aux bienfaits de l'alimentation végétale telle que les légumineuses et les céréales. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'alimentation végétale, n'imaginent pas leur rapport nutritif et que de manger
davantage de produits d'origine végétale qui sont produits localement, parce que c'est aussi une mesure. Ça sera à la fois sur le plan nutritif bien parce qu'ils pourront manger correctement des produits de bonne qualité et à leur faim. Et donc je pense qu'il y a toute une éducation, une sensibilisation et une information à faire à cet égard. Et juste un mot sur la question des éleveurs, ce modèle de toute façon d'élevage intensif et industriel ne fonctionne pas. Je rencontre des éleveurs. Vous pensez que c'est ce modèle qui peut aussi les plonger dans la détresse? Mais c'est évident. Pour en rencontrer, pour discuter avec eux, ils gagnent 400-500 euros par mois. Ils travaillent 60, 70 heures, 80 heures par semaine. Vous voyez bien que quand vous travaillez autant pour gagner si peu, ils ont le taux de suicide qui est le plus important. Ils n'en peuvent plus. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on les aide à sortir de ce modèle dont ils ne veulent plus. Seulement, ils sont étranglés, ils sont endettés. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre de notre programme, on veut racheter leurs dettes et donc les aider à pouvoir s'orienter vers d'autres modèles agricoles. Se convertir par exemple à l'agriculture biologique ou en tout cas un modèle plus sain et qui leur apporterait… Qui leur assure à la fois un revenu décent et qui soit éthique, qui soit de l'alimentation locale, qui soit faite dans des bonnes conditions, tout à fait. D'accord. Certains candidats se présentent pour représenter une voix, on peut penser à Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud qui disent représenter la voie de l'anticapitalisme et contre le capital. Vous, c'est pour la cause animale, mais finalement, est-ce que c'est vraiment représenter une voie? Est-ce que vous vous présentez avec un désir de victoire? Alors, des fois, on m'interroge sur le fait, est-ce que c'est une candidature de témoignage? C'est ça, voilà, le terme précis. Alors non, ce n'est pas une candidature de témoignage, c'est une candidature pour faire changer les choses. Nous savons que déjà aux européennes, le fait d'avoir fait 2,2%, ça a permis d'amorcer une politisation de la question animale. Les différents partis et candidats ont commencé à comprendre qu'il y avait des enjeux, des attentes des citoyens, mais bien sûr, ils sont encore très en retard et les mesures qu'ils proposent sont très insuffisantes. Nous, ce que l'on veut, c'est que, on sait très bien que l'on ne va pas gouverner, je sais très bien que je ne serai pas présidente de la République, mais pour autant, le fait de mettre le sujet dans cette campagne… Vous voulez peser dans le débat? Je veux que la question animale soit inscrite à l'agenda politique des 5 prochaines années, que ça soit un enjeu majeur de ces 5 prochaines années, que l'on arrête de traiter les animaux de cette façon et qu'enfin on se saisisse de ces questions. Et aujourd'hui, quand vous regardez les programmes, il n'y en a pas un seul dans lequel vous pourriez vous inscrire. Par exemple, certains font des parallèles avec Yannick Jadot. Pour vous, Yannick Jadot est insuffisant au niveau de la cause animale? Écoutez, si nous avons pris la décision de nous présenter, c'est que nous avons considéré qu'aucun des candidats n'était à la hauteur sur ces sujets-là. Qu'il y ait des évolutions, qu'il y ait des prises de conscience récentes sur le sujet et des positionnements, c'est très bien. C'est ce que l'on souhaite depuis le début. Si l'on a créé ce parti, c'est aussi pour que ça infuse dans l'ensemble des formations politiques. Mais on est encore très loin de la nécessité et de l'enjeu qu'ils saisissent l'enjeu de cette question. 490 000 électeurs, on le rappelle, en 2019 aux européennes. C'était un petit peu la petite surprise, on va dire, des européennes. Vous étiez devant certains petits mouvements qui étaient surpris de vous voir là. Vous êtes confiante à l'idée, vous parlez de peser dans le débat, vous êtes confiante à l'idée que les citoyens vous accordent une certaine confiance et que vous puissiez peser dans le débat là aussi? Je suis persuadée que si nous avons la chance, si on nous laisse la possibilité d'accéder à cette élection, nous ferons un score qui sera supérieur à celui que nous avons obtenu aux européennes, parce que de plus en plus de citoyens sont sensibles à cette question, de plus en plus de citoyens sont écœurés de la vie politique, ils ont voté à droite, à gauche, ils ne croient plus en la politique, et que par la cause animale, finalement, ils ont l'impression que leur vote aura un sens et ils se mobiliseront. Donc oui, je suis confiante. C'est l'heure de conclure, il faut le dire comme ça. Je vais vous laisser un temps de parole libre à la caméra, juste ici. Vous pouvez parler donc à nos auditeurs. La cause animale est une cause qui est fondamentale parce qu'elle touche à des impératifs de justice. La façon dont on traite les animaux dit beaucoup de la façon aussi dont on traite les humains. Et se préoccuper des animaux, comme j'entends parfois, ce n'est pas une approche étroite qui viendrait à privilégier les animaux au détriment des humains. Au contraire, lorsque l'on commence à se préoccuper des animaux, on étend le champ de notre considération. On va au-delà de la considération des humains, c'est-à-dire que nous sommes des humanistes qui ont élargi le champ de notre considération aux animaux. Et donc, nous avons beaucoup de choses pour que notre société devienne une société juste envers tous les individus. Et les humains ne perdront pas à étendre le champ de leur considération, ils y gagneront. Cette société, elle sera pacifiée, elle sera apaisée. Beaucoup de citoyens en ont besoin. À l'heure où nous sommes dans une société extrêmement clivée, extrêmement fracturée, la cause animale, elle rassemble, elle donne espoir, enfin, d'avoir un monde beaucoup plus positif.